Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AGN où j'ai le plaisir de vous montrer le guide qui est consacré aux anarques, qui s'appelle The Anarch Cookbook, donc une parodie de The Anarchist Cookbook, qui est l'un des livres les plus répandus dans la lutte anarchiste aux États-Unis et à travers le monde, et c'est sous-titré A Friendly Guide to Vampire Politics, donc un guide sympathique pour la politique parmi les vampires. C'est le premier livre qui va être consacré aux anarques, il y en aura un deuxième en revised, mais c'est peu ou prou la seule source qu'on va avoir avec évidemment des suppléments de ville, notamment Los Angeles, qui était un domaine anarque. On aura plus l'occasion de voir comment ça marche concrètement dans la vie de tous les jours, ou plutôt dans la nuit de tous les jours. C'est un supplément qui est fait par Bill Bridge, donc Bill Bridge, on le présente plus, hein, c'est un des éléments les plus moteurs de White Wolf, qui fera Loup-Garou, qui va bosser sur Mage, qui va faire plein de choses et qui va rester quasiment jusqu'à la fin. Le livre et c'est rigolo en fait, c'est fait avec with Kerry Thornley, et Kerry Thornley, c'est celui qui a inventé le mouvement poétique de la discorde, qui est en fait une sorte de prêche anarchiste qui a vraiment existé, hein. Donc je sais pas si c'est juste un hommage, je pense que c'est plus un hommage et qu'il n'a pas vraiment aidé au livre. Voilà, c'est la Discordia, donc, qui est le mouvement inventé enfin, par Kerry Thornley. Donc je pense qu'il a juste aidé parce que c'est additional material. Il n'y a pas grand nombre de nouveaux, vous commencez un peu à tous les connaître. Il y a un petit teaser sur toutes les conventions où sont allés White Wolf, qui faisait un peu le tour des popotes, hein. On est encore au début de Loup-Garou. Loup-Garou vient d'être lancé, il marche très très bien, et Vampire est sur cette deuxième édition en moins de 2 ans, donc c'est pour montrer que derrière, il y a de la suite dans les idées. Peut-être le seul nouveau nom qu'on va avoir, dont je suis pas très très fan, c'est un dessinateur qui s'appelle Jesper Mirfos. Et Jesper Mirfors, vous allez voir, il a un dessin qui est très, ouais, très naturaliste. Je suis vraiment pas très fan. Il a un aspect assez bizarre. Par contre, c'est un type qui va être le premier qui va très vite se faire débaucher par Wizard of the Coast, où sont partis notamment Lisa Stevens et d'autres personnes. Contrairement aux autres, il va pas être dessinateur, comme contrairement voilà, à Ron Spencer et les types en fait, et Kane et tous les gars en fait, qui ont vraiment bossé sur les V1 de Magic. Mais il va être le directeur artistique. En fait, il sera le premier directeur artistique sur Magic. Donc voilà, c'est donc Max Fellwalker qui fait les illustrations essentielles, donc sur modèle évidemment, mais en aquarelle des hauts de page. J'aime beaucoup son style, hein, donc je suis assez fan à l'inverse de Mirfos. Les anarques, que vous dire? Les anarques sont essentiellement donc des rebelles, c'est des anarchistes vampires, pour aller très vite. Ils sont essentiellement jeunes, ils sont tolérés, encore avec des gros guillemets par rapport au sabbat, c'est-à-dire que contrairement au sabbat, ils acceptent la mascarade dans son ensemble. Et pour ça, c'est très important. Tout ce qui les choque, en fait, leur problème essentiel, c'est le problème de tous les jeunes vampires, qui sont d'ailleurs souvent considérés comme des anarques de but en blanc par les anciens. C'est que vous entrez dans une société où ceux qui viennent d'être créés, les plus jeunes, ne peuvent pas monter dans la pyramide, dans la pyramide du pouvoir, parce que c'est les vieux qui trustent. Et on ne peut pas attendre qu'ils partent à la retraite, parce qu'ils partiront jamais à la retraite, et plus ils vieillissent, plus ils sont puissants. Et plus ils vieillissent, plus ils ont peur des jeunes. Donc c'est une situation qui est intenable, qui fait que beaucoup de gens, à travers les âges, se sont ligués essentiellement durant l'Inquisition et à la fin au début de la Renaissance, pour contrer ce mouvement avec les ligues anarches, donc les anarches qui rôdaient en Europe notamment, parmi ceux-là, à la fin, alors qu'ils ont commencé à réussir à détruire, notamment par Tyler, qui a détruit Hardestadt, donc l'un des grands pontes des Ventrus, la destruction des antédiluviens, la Sombra et Tzimiscé. Et par toute cette espèce de vague de terreur, il y a eu l'idée de mettre en place la Convention des Épines, qui est une grande convention qui a eu lieu à Thorns, donc d'où le nom Convention des Épines, en Angleterre, où les Assamites, la Camarilla qui venait de naître et les Anarques ont accepté euh, comment dire, on va accepter d'arrêter les hostilités. Les Assamites ont refusé d'entrer dans la Camarilla, préférant rester neutres, mais acceptant la malédiction qui a été lancée par les Trémères, donc le fait qu'ils ne puissent pas boire le sang des autres vampires. Les anarques ont accepté de rentrer, alors ça c'est un truc qu'il ne faut pas oublier, en fait, les anarques techniquement font partie des Camarilla. Donc ça a été, comme disent, ils ont pris le L, comme disent les jeunes, donc en gros ils ont tout perdu,
et il y a quelques-uns parmi eux qui ont refusé ça, qui sont partis, qui ont massacré le village à côté. Et eux, c'était évidemment les anarques Timissé et la Sombra, qui sont devenus les formateurs du sabbat. Donc les anarques sont vraiment... C'est une situation qui est très très particulière. C'est des personnages qui sont très difficiles à appréhender, donc voilà le fameux dessinateur dont je ne suis pas très très fan, parce que ils ont... donc un, ils sont jeunes, donc ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, en termes politiques, de puissance, de génération. Deux, ils ont une situation qui est très très particulière, où ils respectent la mascarade et techniquement ils font partie de la Camarilla, mais ils détestent tout, ils sont opposés complètement... En fait, ils sont opposés aux anciens. Point, c'est l'idée. Et donc, tous les outils qu'ils vont utiliser, que ce soit aussi bien de recrutement, d'action guérilla ou autre, va être à la solde pour saper l'autorité des anciens et donc forcément des princes. Ils sont essentiellement baqués par leurs propres moyens et par les Brujas qui restent le cœur, paradoxal, enfin les Brujas restent le cœur en fait du mouvement anarque, qu'on le veuille ou non. L'idée, c'est donc la première histoire, préface, le manifeste anarque, c'est pas vraiment un manifeste, c'est l'histoire d'un PNJ qui va être montré plus tard, qui en gros est un type qui s'est battu juste à la fin du 19e siècle, qui a été enrôlé dans les forces anarchistes en Espagne et qui après s'est battu contre les forces de Franco, donc qui est techniquement un ancien, enfin il y a un siècle, un ancialé anarque, qui raconte son histoire concrètement et qui explique qui explique ce qu'a pu faire les anarques. Il y a aussi donc c'est l'idée essentielle, c'est que le recrutement anarque se fait auprès de gens qui déjà durant leur vie ne rentraient pas dans les cases et qui en plus sont vraiment étaient opposés à l'autorité. Donc le fait de les rendre immortels leur permet de continuer quelque part leur lutte et les transforme en forces vives présentes des forces anarques contre le prince, contre l'autorité et contre les archontes et les justiciars qui voient ça d'un mauvais œil, cette espèce d'agitation. Alors pourquoi ils font peur? Pour une raison simple, c'est que, un, évidemment, c'est eux qui ont provoqué l'apparition de la Camarilla, parce que, qu'on le veuille ou non, à la base, les anarques et les sabbats, c'était la même chose, et même s'ils ont divergé, et que le sabbat est beaucoup plus, comment dire, violent et fondamentaliste dans son approche de cette lutte-là, en prisant la liberté totale, mais sous le joug d'une lutte contre la camarilla active, de la destruction de la camarilla, destruction de la mascarade, ce qui, pour les anarques, est intolérable. Le... Quelque part, les anarques, eux, sont dans une position très particulière, puisque beaucoup, évidemment, le sabbat cherche à recruter activement au sein des anarques. Le sabbat se fait souvent passer pour des anarques, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais eux résistent justement aussi au côté sectaire et surtout religieux extrêmement fort du sabbat. C'est-à-dire que pour l'essentiel des anarques, qui sont très jeunes, on rappelle, ils ont généralement un siècle max, le côté mythique des vampires n'existe pas, c'est une farce. Pour eux, Caïn, la troisième génération, c'est des bobards. Et donc à partir de là, ils n'ont rien à faire d'accepter l'autorité des anciens, parce que pour eux, c'est pas une histoire de puissance, c'est une histoire de politique, et la politique peut être renversée avec suffisamment de force vive. La seule chose qu'ils respectent vraiment, c'est Carthage, puisqu'évidemment c'est essentiellement des Brujas, qui était un exemple de cohabitation entre les humains et les vampires. Mais ils acceptent parfaitement la mascarade dans sa représentation. Ils ont un opposant, outre les princes sur l'aspect local, ils ont un opposant au niveau global, dans toute la Camarilla, qui s'appelle Pétrodon. Pétrodon, c'est le Justicar Nosferatu. Pour l'instant, il est Justicar, ça va évoluer plus tard, qui a une lutte active contre les anarques et qui est un mec très particulier, qui est très propre, qui leur envoie des lettres sans arrêt, mais qui est implacable dans sa lutte et est prêt à les carboniser tous autant qu'ils sont. On a le premier chapitre qui explique, donc rejoint la cause, qui explique concrètement qu'est-ce qu'un anarque, que peut faire un anarque dans le mouvement, comment marche le mouvement qui est essentiellement une propagande. Ils font comme le sabbat, ils font comme la Camarilla, mais eux ont cette force, c'est qu'ils sont très très près de l'humanité, puisqu'ils ne sont pas en train de vendre des espèces d'ordre de grandeur, ils ne sont pas en train de vendre un combat religieux comme le sabbat, tout ce qu'ils vendent c'est la lutte de ceux qui n'ont... Comme disait, il y a une citation que j'aime beaucoup de Kurt Vonnegut, donc l'auteur du Berceau du chat, d'Abattoir Saint, Slaughter High Five et le Petit Déj des champions. Il dit, on me demande souvent de quel bord politique je suis, il n'y a que deux factions, enfin en gros il n'y a que deux bords politiques qui existent dans le monde entier, il y a ceux qui ont tout, il y a ceux qui n'ont rien. Et moi je suis toujours du côté de ceux qui n'ont rien,
Et c'est essentiellement l'idée des anarques, donc c'est qu'ils vont essayer de propager une équité, quel que soit l'âge, ce qui est évidemment très compliqué, et toujours la volonté de renverser le pouvoir établi, ce qui est très très attirant pour les jeunes vampires, simplement, qui eux sont... L'alternative, c'est de leur offrir un monde qui est complètement dévasté, où la sclérose et le statu quo qui est offert par la Camarilla est, avouons-le, pas très sexy. Pour rejoindre les anarques, c'est très facile, il suffit de trouver un groupe d'anarques et de les rejoindre. Toutefois, il faut quand même prouver sa valeur, donc notamment c'est en faisant des graffitis sur la Maison du Prince ou en faisant des sortes de coups, en foutant le boxon dans l'Élyséeum. Il y a plein de façons de réaliser ça, et éventuellement même créer sa propre faction d'anarques dans la ville s'il n'y a pas d'anarques. Le statut est essentiellement construit par rapport au fait d'armes que vous êtes capable de faire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les anarques, c'est comme les anarques, c'est comme, les anarques, c'est comme de la moisissure. Au début, il va juste en avoir quelques-uns, c'est juste quelques taches noires, vous n'allez pas faire attention, et si vous les laissez trop croître, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir très toxique, et ça peut vous tuer. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les anarques, ce qu'ils vont faire, c'est que, même s'il y a un côté, il faut que jeunesse se passe, quelque part, et que beaucoup sont sont essentiellement OK avec le fait de faire un peu de tohu-bohu de temps en temps, l'idée, c'est qu'ils cherchent à monter leurs forces vives, donc leur recrutement, mais aussi leurs ressources financières, leurs ressources militaires, pour petit à petit devenir des épines dans le pied du prince, et jusqu'à pouvoir avoir assez de punch pour pouvoir en fait s'opposer, détruire le prince et détruire les anciens. C'est peut-être mon illustration préférée, quasiment l'une de mes illustrations préférées de Vampire, je trouve absolument exceptionnelle. Maxwell Walker, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup bossé sur les cartes, pas Magic, mais sur Jihad, donc sur les cartes du Eternal Struggle, le jeu de cartes à collectionner de vampires, et qui a aussi dessiné le comic book Men in Black original. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cette illustration. Donc, la révolte, chapitre 2, c'est qu'est-ce qui se passe? Vous avez formé votre mouvement d'anarque, félicitations, vous avez tous vos vestes en cuir, vous avez vos motos. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Donc il y a l'idée aussi que, rappelez-vous, hein, les vampires, plus ils sont âgés, plus ils ont des gros domaines. Le domaine, ça veut dire que c'est open bar, il n'y a que vous qui pouvez vous nourrir sur votre domaine. En général, quand vous commencez, votre sire, s'il est sympa, il vous file un petit domaine, mais 3 quarts du temps, c'est à vous de vous démerder. Et cette situation ne va pas changer, à moins que vous preniez un peu les devants. Donc il y a des tactiques pour essayer de vous nourrir. Donc évidemment, le classique, le Sandman, donc le marchand de sable, qui consiste à se nourrir sur des gens qui sont endormis, ou faire des espèces de die and dash. Donc en gros, c'est rentrer manger sur un domaine de quelqu'un sans payer la note, pour aller vite sans vous faire pincer. Les alliances se font essentiellement sur... c'est des approches sur les différents clans qui peuvent exister, avec les intérêts que chaque clan représente dans le mouvement anarque. Donc très, très succinctement, les Nosferatu, c'est facile parce qu'ils contrôlent l'information. Les Ventrus, techniquement, il n'y a pas de Ventrus anarques, mais si ça arrive, ils ont accès à des mannes financières. Les Gangrels filent un coup de main de temps en temps, mais c'est très, très simple. Les Caitiffs sont très faciles à enrôler, puisque justement, personne ne veut d'eux. Il y a, après, toute la vision d'ensemble sur les clans. Ça c'est un grand classique, hein, de White Wolf, où on vous dit, voilà, voici mon opinion, voici mon stéréotype sur tel clan, tel clan. Vous pouvez évidemment essentiellement les comprendre. C'est très facile, les Brujahs les Caitiffs représentent la quasi-intégralité des anarques. Les Ventrus ne font pas partie, les Trémères, il n'y en a quasiment pas, parce que justement, ils sont sous le contrôle des anciens, et ils ont déjà un lien du sang. Rappelez-vous, la faiblesse des Trémères, c'est que vous êtes déjà à un point de lien du sang avec les anciens de votre pyramide. Et évidemment, les gens externes, ils ne les apprécient pas trop, à part les Assamites, qui peuvent être plus ou moins sympathiques de temps en temps. Les humains restent justement... les alliés humains sont essentiellement des gens qui vont aider... Alors c'est là où c'est un peu le côté edgy violent de Vampire, c'est qu'il y a les éco-terroristes, ça va de soi, les Black Panthers, les skinheads et le Ku Clan. Alors un peu là, genre en disant ouais, mais le Ku Clan c'est des racistes, mais on sait jamais. Ça c'est vraiment glauque, quoi. C'est que les anarques gravitent autour de la révolte, quel que soit le type de révolte. Je trouve ça c'est assez vénère. Et les survivalistes, les psychopathes, les serial killers, les cultistes, voire les groupes terroristes extérieurs. Donc on voit un peu une certaine époque, on va dire des années 90, où avec Francis Fukuyama, il y a la fin de l'histoire, puisqu'on a tous les espèces de groupes épars maintenant que l'URSS est tombé. Donc l'IRA, évidemment, la Ligue de libération de la Libye, et plein d'autres groupes terroristes.
La diablerie est un axe central aussi des anarques, puisqu'ils considèrent que la diablerie, c'est un moyen de monter en grade, d'être plus puissant et de détruire évidemment les anciens. Donc c'est encore une fois un moment de révolte. Donc c'est aussi un des trucs qui est important, c'est que les anarques ne sont pas des gentils. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, effectivement, ils veulent remplacer l'autorité du prince, mais pour mettre quoi à la place? Et souvent, c'est par des moyens qui sont extrêmement violents et assez bourrin, on va dire. Donc ils ont des tactiques pour s'en sortir, essentiellement, donc blâmer, se démerder pour faire porter le chapeau à d'autres personnes, avoir des identités, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Dans la ville, on vous explique, c'est assez rigolo, qu'ils ont des tactiques, justement, ils vont gentrifier des quartiers pour détruire le contrôle qu'a le prince sur le crime, ou à l'inverse, ils vont paupériser un quartier pour baisser la valeur locative et foncière de ce quartier pour le prince, et c'est des espèces de différentes tactiques pour saper concrètement l'autorité que peut avoir le prince sur la ville, évidemment sur le territoire. On a un aperçu global géopolitique de la présence des anarques à travers le monde. Le crux, c'est évidemment le cœur de la lutte anarque, et c'est la raison pour laquelle ils font si peur et ça, c'est un truc aussi assez important, durant les nuits finales, donc le 20e, 21e siècle. Ce qui se passe, c'est que jusqu'ici, les anarques n'étaient plus considérés. En fait, les anarques étaient d'un côté, ils étaient écrasés par le sabbat, qui était beaucoup plus dangereux et qui avait une emprise en Amérique du Nord, et la Camarilla les considérait comme les toléraient, mais ils n'avaient plus aucune emprise, puisqu'ils sont concrètement fait rouler dans la farine durant la Convention d'Épine. Et le XXe siècle marque un changement, parce que c'est la première fois où toute une ville, et quasiment, en fait, quasiment tout un État, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, toute la Californie quasiment est sous contrôle des anarques, puisqu'il y a McNeil, qui est un Bruja, qui va réussir un coup d'éclat en prenant le contrôle de Los Angeles. Ça va devenir les États libres anarques indépendants de Californie, essentiellement Los Angeles, mais aussi dans toute la périphérie. San Francisco aussi, même s'il y a un prince, il est extrêmement faible. Et donc c'est un endroit, et ça montre à la Camarilla et au Sabbat que les anarques ont réussi à avoir une victoire, et que la donne, quelque part, a changé, qui les montre à nouveau devenir un peu plus dangereux. Mais le cœur de leur pouvoir, c'est vraiment la côte ouest des États-Unis, puisqu'ils ont, à l'heure, au moment où on lit ce livre, dans le métaplot et dans l'histoire générale, ils sont toujours au contrôle de cette ville et de San Diego, de tout ce qu'il y a autour. On les retrouve essentiellement plutôt dans des endroits assez où plus il y a de population, en fait, plus il y a tendance à avoir des anarques. Donc évidemment, à Chicago, ils sont extrêmement présents puisque la ville est très très dense. Le Canada, c'est plus compliqué parce qu'elle est essentiellement c'est vraiment un lieu de guerre actif entre la Camarilla et le Sabbat. Au Mexico, ici il y a un filtre, mais c'est la place forte du Sabbat. En Amérique du Sud, ils sont très présents. En Asie, pas tellement. Et c'est l'Australie enfin l'Europe, c'est très difficile parce que c'est la place forte de la Camarilla. Et c'est essentiellement en Afrique et en Australie où ils sont très très forts parce que justement, c'est considéré comme des zones un peu lointaine pour les centres de pouvoir à la fois de la Camarilla et du Sabbat. Des opinions sur les autres personnes, les outils pour se battre, donc comme je disais, la gentrification, au contraire le fait de saper la qualité de vie des quartiers, et en fait tous les atouts que peuvent avoir donc c'est un chapitre très mécanique et pas hyper intéressant, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que les anarques étant jeunes ont accès à des outils et maîtrisent des outils que n'ont pas les vieux vampires, et ils ont une connaissance et un contrôle de la technologie qui est beaucoup plus important que les vieux, donc, notamment les ordinateurs. Donc on vous donne des règles pour mettre des virus, que sais-je, avec les BBS, donc les fameux prédécesseurs, les bulletin boards, qui étaient les prédécesseurs des forums. Bon, les règles de corps à corps, hein, pour faire des coups d'artistes martiaux, faire du kung-fu, de l'aïkido, du taekwondo, j'en passe et des meilleurs. Quelques tactiques en fait réservées des coups de pute en tant que vampire, donc notamment ils ont la création de produits chimiques et de poisons qu'ils peuvent utiliser, qui coagulent le sang et donc font perdre du sang en face aux vampires et peuvent l'envoyer en frénésie assez rapidement. Des bombes, évidemment, qui sont le cœur de la population, les cocktails Molotov, la dynamite, faire des pièges, toutes sortes de poisons. Donc c'est vraiment, comme cette illustration, c'est un royaume de la débrouille, essentiellement pour les anarques, parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les forces armées, ils n'ont pas les ghouls que possèdent les anciens, mais vous pouvez être sûr qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour renverser la vapeur. Pareil au niveau des médias, donc c'est assez daté évidemment avec le cinéma, la télévision, ou les pamphlets qui sont imprimés et propagés, comme la pensée anarchiste évidemment, que nous connaissons bien.
Ils ont quelques rituels, alors c'est pas hyper intéressant, comme détecter l'autorité qui permet de savoir si en face de vous, vous avez un prince ou un ancien, ce qui est pas ouf, hein, mais au moins ça vous permet de savoir si la personne à qui vous parlez n'est pas la seule d'un ancien, n'a pas un lien de sang, que sais-je. Et enfin, c'est la guerre. Donc c'est quand c'est parti, donc Streets of Fire, super film que je ne peux que vous conseiller, du très très grand Walter Hill. Donc c'est la baston. Concrètement, c'est la grosse baston sur qu'est-ce qui se passe quand vous êtes un arc et ça y est, vous tentez d'aller détruire le prince avec les méthodes, les différentes troupes que vous pouvez avoir, les méthodes. Donc là, c'est plus ou moins compliqué. C'est des outils qu'on vous donne, comment dire, créer des hit squads avec des troupes de guerre anarques pour aller détruire le prince. Vous pouvez jouer des deux côtés aussi, vous pouvez choisir de protéger le prince si vous ne jouez pas un anarque. Les déclarations de guerre officielles, généralement, ça se fait à Elysium dans les grandes, en grande pompe. Différentes, les émeutes, comment les inciter chez les mortels et chez les vampires avec tout ce que vous pouvez trouver en face, donc évidemment les CRS, enfin l'équivalent, le SWAT, les CRS, comment se protéger contre eux, et la principale tactique des anarques qui est la guérilla pour en fait couper, foncer dans les havres, donc les sanctuaires des vampires pour les détruire durant le jour, et comment vous faites pour traquer simplement les anciens en faisant attention aux Justicards et aux Archons qui sont beaucoup plus violents et dangereux. Les Justicards, c'est même pas la peine d'essayer. Et évidemment, le clou du spectacle, traquer, chasser et détruire le prince. Et enfin, quand la poussière redescend, qu'est-ce qui reste Parce que la chanson des Who, c'est rencontrer votre nouveau patron, c'est le même que l'ancien patron. Et c'est un peu ça, c'est une fois qu'ils ont acquis le pouvoir, qu'est-ce que vont faire les anarques. Et essentiellement, c'est un peu comme la Camarilla, ils se font appeler barons au lieu de prince, c'est beaucoup plus collégial quelque part. Mais par contre, il y a l'idée que tout est beaucoup plus laxe. Donc, mis à part la mascarade, vu qu'il n'y a pas de shérif, c'est essentiellement aux anarques d'avoir une sorte de responsabilité entre eux pour faire respecter la mascarade. Et, euh, et ça se passe souvent pas très bien, c'est un bordel sans nom. Il y a des gens qui vont faire des kétifs à tour de bras. Le sabbat, évidemment, ils vont se glisser là-dedans pour se faire passer. Donc c'est un peu rock'n'roll, mais en tout cas, ils ont réussi leur coup, au moins à Los Angeles, en Californie. Et enfin, le post-script, plaider sa cause, c'est si jamais vous perdez et que vous vous faites pincer, qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites en sorte de vous faire taper sur les doigts et éviter que le prince vous détruise? Donc c'est assez rigolo, c'est assez rigolo. Il y a des moyens d'appeler des faveurs, évidemment, puisque dans les clans, généralement, notamment les Brujas, il y a peut-être un ancien Bruja qui vient d'une autre ville qui va vous filer un coup de main pour éviter que vous fassiez tuer. Et évidemment les punitions possibles, avec notamment des malédictions, des pertes des pertes de statut, voire des limogeages ou des exils en bonne et due forme. Et on finit avec l'appendice, qui est le qui est qui chez les anarches, donc qui résume très succinctement les personnages qu'on a rencontrés dans le bouquin. Donc Juniper, c'est pas des gens qui sont hyper intéressants, encore une fois, c'est des gens très très jeunes, vous voyez, 1977, 1892, donc Salvador, c'est celui qui fait toute l'introduction sur l'histoire, donc c'est juste des profils pour vous montrer un petit peu comment est-ce que des gens survivent et quelle place ils ont dans ce mouvement anarque. Donc Toby qui est un hacker Nosferatu, et Dahlia qui était une Blood Doll. Donc les Blood Dolls, c'est des humains qui savent et qui se laissent faire pour se faire vampiriser. C'est pas hyper intéressant. Et Icebox, donc qui est un mec dans les gangs aux États-Unis, afro-américain. Enfin, c'est très cliché, il y a pas beaucoup de. C'est juste pour vous donner des profils et des idées pour des personnages. Et enfin le méchant, donc Petrodon, qui est le. On voit que Felrocker, par contre, elle a beaucoup de mal sur les Nosferatu. Quand elle a des modèles, ça va, mais c'est quand même pas terrible, terrible. Qui est un très très vieux vampire qui a été éteint avant l'Inquisition, qui était un noble utilisé par les Nosferatu pour asseoir leur pouvoir, et qui, après la Convention d'Épine, s'est fait un malin plaisir à chercher, traquer et détruire tous les anarques qu'il peut, parce que pour lui, c'est la plus grande. Puisqu'il a survécu à l'Inquisition, il sait que, comme les inquisiteurs humains, les anarques sont un vrai danger, et il se fait un plaisir de les traquer et d'essayer de les détruire. Et on finit par un petit appendice sur les différents dictionnaires qu'on peut avoir. Et toujours pareil, des cartons que vous pouvez découper pour rejoindre et acheter, si vous le souhaitez, le magazine White Wolf qui existait encore à l'époque. Et on a fait le tour de The Anarch Cookbook, qui est un livre qui, moi, m'a pas transcendé, j'avoue. C'est pas hyper intéressant à lire. Ça va vraiment à la surface. Il n'y a pas
On a l'impression que les anarques, c'est un peu à la bonne franquette, qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, qu'ils sont pas très intéressants, et que c'est essentiellement les adolescents du monde vampirique. Donc c'est le livre, le guide des anarques de la Revise sera plus intéressant, il ira plus dans les détails, tout comme le guide sur Los Angeles qui va pas tarder à arriver. On a un peu la sensation que oui, c'est des sortes de... que les anarques sont dans une situation qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, qu'ils sont pas très intéressants. La cinquième édition essaiera de changer la donne en leur redonnant du pouvoir suite à la cinquième inquisition, ce qui était une très bonne idée à mon avis. Mais dans le vieux monde des ténèbres, on va dire, ils ont un rôle qui est très très mineur, de passionnariat qui, ironiquement, passe généralement au bout d'un ou deux siècles, où les anarques se rendent du côté, évidemment, de la tradition. C'est triste de vieillir, hein, la vieillesse est un naufrage. Comme les humains, ils finissent par un peu se scléroser au niveau de leurs opinions politiques et ils rejoignent des bords, disons, beaucoup moins sympathiques. Mais il y a un effort de fait sur, au moins sur l'esthétique, sur le côté très pratique du livre, parce que finalement, c'est essentiellement des outils, c'est plutôt une boîte à outils qu'un historique sur les anarques. C'est un boîte à outils pour incarner les anarques et comment faire la nique, entre parenthèses, au prince. Mais c'est pas, voilà, c'est pas vraiment mon bouquin préféré, à part pour l'illustration de Fellwalker, une ou deux que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'apprécie. C'est pas un bouquin qui restera dans les annales, à part le titre qui est très très rigolo, évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et j'y pensais aussi, j'ai ouvert l'équivalent d'une cagnotte, donc c'est pas Tipeee, parce qu'ils ont eu des soucis, je crois que c'est assez grave, Tipeee, ils ont un truc assez glauque au niveau des financements. Je suis sur LibraPay, donc c'est complètement libre. Vous pouvez, donc j'ai pas besoin d'argent, encore une fois, c'est juste je fais ça, c'est si vous aimez vraiment la chaîne. Vous pouvez me soutenir en me donnant quelques euros, vous n'aurez pas de contenu supplémentaire, parce que j'ai pas la voilure pour. Et j'ai pas envie d'avoir du contenu exclusif, c'est compliqué déjà pour moi, ça me prend déjà pas mal de boulot, je trouve. Mais c'est plus, je pensais, parce qu'à un moment je voulais acheter un truc, et puis bah, là j'étais au chômage, je fais ah, putain, et tout, ça fait chier. Parce que j'ai acheté ça pour le. Enfin, j'ai acheté un truc pour la chaîne, et je fais bon, peut-être faire gaffe. Donc je me dis, si jamais vous avez besoin, ça peut être cool, ça me paye le café, ça me paye des clopes, ça me paye ce genre de petites choses. Donc c'est toujours apprécié et appréciable. Le seul vraiment avantage que je peux vous donner, c'est que si vous me donnez des sous à la fin, quand je fais la cagnotte chaque année pour donner les livres des éditeurs, donc essentiellement les bouquins Free League, hein, vous serez prioritaire sur la loterie. Voilà, c'est un petit truc pour vous remercier de votre côté. Et donc le lien est le lien je l'ai mis sur la page, il est dans chacune des descriptions et il est sur la page de la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite encore une fois une excellente journée. À très bientôt. Allez, salut!